Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Notre invité aujourd'hui Alain Frachon. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Vous êtes éditorialiste au Monde, ancien correspondant à Washington, à Londres, à Jérusalem, à Téhéran. Et je dois vous rendre hommage sur une chose, Alain. C'est que vous me disiez depuis des mois que Trump pouvait gagner. Et Malheureusement, je n'ai pas parié. Vous n'avez pas parié, vous auriez pu, vous seriez riche. Et quand j'ai montré mon étonnement, vous disiez « tu verras ». Eh bien, on a vu. Vous aviez vu cette lame de fond, senti l'angoisse d'un peuple, perçu les paniques morales d'un pays qui se sent menacé, et non pas seulement sur l'économie ou le chômage, mais sur les valeurs. Et ce glissement souterrain dans ce que l'on appelle le populisme, mot un peu valise, eh bien, voilà, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. L'analyse, depuis 2 jours, on l'a tous fait. Tout le monde s'est planté. Sauf vous, les sondages, les journalistes. Alors, pourquoi ? Est-ce que parce que dans le fond, il y a un déni, comme d'une certaine façon, on ne veut pas regarder la violence en face de Daesh, on ne veut pas admettre notre propre violence quand elle s'exprime ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un déni ? C'est une vaste question. Je ferai... Vous comprenez mon parallèle ? Oui, tout à fait. Dans les médias, il y a 2 choses dans les médias. Les journaux, par exemple, la vieille presse, les journaux traditionnels dont l'influence ne cesse de décliner, et on l'a vu là. Mais si vous voulez, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas fait le travail. C'est-à-dire ils ont été sur le terrain. Ils ont tendu le micro à un tas de gens de la classe moyenne, de la classe ouvrière, etc., exaspérés par la situation, mécontents de leur situation, ayant peur de l'avenir, peur de la société qui se dessine, etc., etc. Ils ont enregistré toutes ces frayeurs. Ça, ce travail-là, la vieille presse, qu'elle soit numérique ou sur papier, l'a faite sur le site du New York Times, du Washington Post, du Los Angeles Times, du Huffington Post. Vous avez tout ça. Vous les avez, ces reportages. Ils sont sortis de leur bulle. Ils vivent quand même pas totalement dans une bulle. Donc ils ne voulaient pas le voir, quand même. Mais cela dit, ce qu'ils ont fait tous, c'est qu'ils publient chaque jour des synthèses de tous les sondages faits aux États-Unis, qu'ils ont numérisés en un certain nombre de modèles très simples à lire et qui se traduisent par un pourcentage de chances de gagner. Alors on dit... Le New York Times, le mardi matin et le lundi soir, disait « Madame Clinton a entre 84 et 90% de chances de gagner cette élection. Oui. » Par exemple, vous avez les grands agrégateurs de sondages qui n'appartiennent pas à la presse traditionnelle, mais le site 538, du nombre de grands électeurs, par exemple, de Nate Silver, qui est considéré comme le meilleur statisticien de la politique électorale en Amérique depuis 25 ans. Lui, le lundi soir, il disait 65 à 70% que Mme Clinton soit la prochaine présidente. C'est ça qui a introduit dans le paysage médiatique ce sentiment que les médias se sont totalement trompés. Oui. C'est pas aussi simple qu'on le dit. D'accord, mais c'est bien justement de faire cette analyse, de le dire. Jean-Marie ? Moi, je vais faire 3 petites remarques à partir de votre propos introductif. Vous n'allez pas me disputer. Quand on dit le peuple... Le peuple, je voudrais rappeler que le peuple a voté Clinton. Oui. Hillary Clinton est majoritaire aux États-Unis. Si nous étions en France à une seule circonscription, les États-Unis, majoritairement ont voté Hillary Clinton, tout comme ils avaient voté Al Gore et ils ont récolté Bush. Et la guerre après. Là, ils ont voté Clinton, ils ont récolté Trump. Mais il faut quand même le rappeler parce qu'on dit le peuple. Alors le peuple, ce serait les électeurs de Trump. Non, il y a autant de peuples chez Hillary Clinton que chez Trump, voire plus, quantitativement. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est que dans le déroulé des choses, Hillary Clinton, en effet, est en tête dans les intentions de vote depuis le début de la campagne. Et cela ne s'inverse qu'à compter du moment où est balancé le missile FBI. Ouais. Moi, j'étais il y a quelques jours aux États-Unis, dans les derniers jours de la campagne. Sur les télévisions, il ne parlait que, avec une puissance de feu colossale, que de l'histoire du FBI. Et puis cette histoire du FBI a été miraculeusement retirée à quelques heures du scrutin. Donc les instituts de sondage ne se sont pas trompés, ils ont mesuré. D'abord, il ne faut jamais leur accorder une valeur prédictive. Ils photographient. Et dans les photos qu'ils ont faites, je parle des sondages d'intention de vote, le retournement a été mesuré aussitôt après
qu'ait été balancé ce missile FBI avec la complicité probablement de Rudy Giuliani, qui est un des éléments clés du dispositif de Trump, et avec une enquête de nos confrères du Guardian très remarquable, qui montre l'imprégnation et la force des réseaux anti-Clinton dans le FBI lui-même. Donc il faut quand même ces deux précisions avant de se lancer dans des analyses sur les mouvements profonds, etc., qui existent, qui sont là, puisque la victoire est là, mais néanmoins, n'oublions pas ces deux aspects des choses. Un coup tordu à la fin qui permet le retournement des intentions de vote, et surtout des Américains qui majoritairement se sont prononcés en faveur d'Hillary Clinton. Alors, Alain, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec d'autres présidents américains ? Certains l'ont fait avec Ronald Reagan, dans une certaine mesure. Est-ce qu'il y a dans l'histoire américaine quelque chose de semblable ? Je lisais plusieurs articles ce matin. C'est sans précédent. C'est sans précédent. Personne, la comparaison avec Ronald Reagan, si vous voulez, c'est totalement inopérant. Ronald Reagan est un ancien chef syndicaliste, intellectuel. Il lit énormément. Il a lu toutes les grandes biographies. Il est incollable sur l'histoire politique américaine. 2 fois gouverneur, double mandat de gouverneur de Californie, 6e ou 7e économie du monde. Vous ne pouvez pas comparer, c'est incomparable. Et j'ajoute, si je peux me permettre, que Ronald Reagan s'était entouré de la fine fleur de l'establishment politico-diplomatique américain, rappelons-nous James Baker, alors que Donald Trump, à ce stade, on va voir, mais à ce stade, il est entouré par des gens qui sont assez peu recommandables, notamment le fameux gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui est connu comme un homme assez largement corrompu. Donc ce n'est encore un point qui doit permettre d'éviter la comparaison. Il est sans précédent aussi que l'homme qui arrive à la Maison-Blanche, lui personnellement, ou son groupe d'affaires, ait 70 poursuites judiciaires en cours. On ne sait pas ce qui va se passer avec le FBI et avec le ministère de la Justice. Donald Trump est poursuivi personnellement et doit comparaître en décembre devant une cour pour escroquerie, pour avoir escroqué ses actionnaires dans l'université. Il voulait faire une université commerciale, une école commerciale qu'il avait appelée l'université du business, qu'il a voulu lancer, où il a roulé autant d'étudiants que de professeurs. Il est poursuivi personnellement dans cette histoire. À côté de ça, il y a 70 poursuites judiciaires en cours contre le groupe Trump. Aucun président ne s'est trouvé en situation d'autant de conflits d'intérêts avant d'arriver à la Maison-Blanche. C'est totalement sans précédent. Inédit. Certaines des poursuites à l'étranger. Alors justement... Et de ne pas avoir payé ses impôts fédéraux pendant 20 ans. Il est légalement, milliardaire et il n'a jamais payé ses impôts. Ça aussi, c'est sans précédent. Quelles vont être ses relations avec le fisc américain ? Quelles vont être ses relations avec le ministère de la Justice ou avec le FBI ? Pendant toutes ces enquêtes en cours. Vous savez, il a beaucoup dit, si Hillary Clinton arrive à la présidence, on fera tout pour lancer contre elle une procédure de destitution pour son histoire de email. Mais là, on va se trouver devant un cas sans précédent, là encore. Alors même si les 2 chambres du Congrès sont sous le contrôle des républicains, les Américains se rassurent sur le fait que, il y a des garde-fous contre les dérives d'un président imprévisible. Quels sont ces garde-fous ? Est-ce qu'il y en a encore ? Écoutez, d'abord, c'est vrai, c'est un président puissant. C'est assez rare que la Maison-Blanche et les 2 chambres du Congrès appartiennent au même parti. Et les républicains lui doivent beaucoup, lui doivent leur élection, en gros. Donc, si vous voulez, c'est un président puissant. Il arrive dans une situation de force politique incontestable, même s'il lui manque 200 000 voix pour être majoritaire en suffrage populaire. Mais c'est un président puissant. Alors, il y a 2 théories, là. Il y a les gens qui disent la contrainte des institutions, la confrontation avec la réalité économique, sociale et internationale, ça va forcément le recentrer. Regardez Reagan, et encore une fois, Reagan est une très mauvaise comparaison, il a fini par gouverner au centre droit, alors qu'on pouvait penser qu'il gouvernerait à droite. Ça, c'est l'analyse optimiste. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Moi, je pense qu'on vit dans une autre époque. Je vis dans une époque où vous êtes totalement liés par vos promesses de campagne, même si elles sont faites pendant les primaires. Toutes les petites phrases que vous balancez dans les primaires pour séduire votre électorat vous seront ressorties lorsque vous gouvernerez. Vous aviez dit que vous alliez déclarer la guerre commerciale aux Chinois et mettre 45% de droits de douane sur les produits chinois. Vous ne l'avez pas fait. On va lui ressortir. Vous verrez. Donc il le fera. Je ne suis pas sûr que ça... C'est vrai ce que dit Alain, mais je ne suis pas sûr que ça aura un impact. Parce qu'on est aussi dans une époque où un élément chasse l'autre.
lui-même est d'ailleurs le pur produit de la télé-réalité. Donc sa force, et sa notoriété, c'était la télévision, etc. Et la télévision, pardon, mais c'est un endroit où on peut dire n'importe quoi un jour, et puis l'avoir oublié le lendemain et dire à nouveau n'importe quoi. Donc c'est d'ailleurs ce qu'il a fait pendant toute sa campagne. Donc je suis pas sûr que ce rappel... Regardez quand même, pendant toute la campagne, il y a eu ce que décrit Alain, c'est-à-dire le fact-checking à chaque déclaration, par les médias, par les réseaux sociaux, par les sites internet et par les journaux. Ça n'a eu rigoureusement aucune espèce d'impact. Ça passe. On passe à autre chose. Ouais. Et donc je pense qu'il va jouer beaucoup là-dessus. Mais ça ne nous dit pas. Ça passe, voilà, hein. Mais ça ne nous dit pas où est-ce qu'il placera lui-même le curseur. Voilà. Alors il y a des choses. Moi je pense qu'il n'hésitera pas. Par exemple, il essaiera. Mais là, les contraintes institutionnelles que vous évoquez, elles vont marcher quand même. Le système de poids et contrepoids. Par exemple, il va s'efforcer très vite de nommer, il va repousser le candidat à la Cour suprême, remarquable juriste du centre droit, plutôt d'obédience républicaine qu'avait choisi Obama, en nommer un autre. En envoyer 2 autres, dont il saura. Il a dit, je nommerai 2 juges à la Cour suprême uniquement pour une chose, casser l'arrêt qui autorise l'avortement, qui donne aux Américaines le droit à l'avortement, avec des nuances selon les États. Et ça, il a dit, je les choisirai uniquement sur ce critère. Là, vous avez besoin de 60 sénateurs. Il n'a pas 60 sénateurs. Il en a 53 ou 51. 51. Il en a 51, plus le vice-président qui peut voter. Ça lui en fait 52. Mais merci, on se retrouve très vite après un tour d'horizon de l'actualité avec d'autres invités. On continue notamment sur la politique étrangère. On voudra vous entendre, Alain et Jean-Marie, sur ce sujet. À tout de suite.